Alors vous voyez qu'on est tous bien nombreux là sur la tribune. C'est la délégation que nous avons constituée pour recevoir la délégation de la Confédération CGT, qui était menée par son secrétaire général, notre ami et camarade Philippe Martinez. La discussion s'est déroulée en deux temps. Le plus important a été l'analyse du texte des ordonnances. Pour nous, c'était important de savoir si la CGT partageait l'analyse qu'on a du fait que ce texte inverse la hiérarchie des normes. Vous savez que c'est un enjeu dans la discussion, puisqu'il est impossible d'arriver à en convenir avec ceux qui en sont les auteurs. Madame Pénicaud et d'autres disent que non, la hiérarchie des normes n'est pas inversée. Nous avons fait la démonstration à plusieurs reprises qu'elle l'était, et ça reste un des sujets qui sont sur la table. Alors, ça avait de l'importance pour nous d'échanger sur ce point et de vérifier qu'on lisait bien les choses de la même manière. Nous, on pense que depuis le premier texte, celui qui nous a été présenté ici à l'Assemblée, c'est parfaitement clair. Bon, entre-temps, c'est clair que l'intervention du secrétaire général de FO a un peu embrouillé cette affaire, puisque lui disait, à un moment donné, a dit que non. Il n'y avait pas cette inversion de la hiérarchie des normes, mais d'autres syndicats de FO ont dit que oui. Bref, c'est un vrai sujet, pour bien comprendre ce qui est en cause. Mais là, nous partageons la même analyse, la CGT et le groupe parlementaire La France Insoumise. Si je dis le groupe parlementaire, c'est parce que, et qu'on est là si nombreux, c'est parce que vous aurez remarqué que dans toute la session extraordinaire, dans toute la durée du débat sur l'ordonnance, nous étions tous là. Hein. On a fait une petite noria, mais pas très importante. Chacun d'entre nous est donc bien pénétré de la réalité du texte, de son contenu et de chacun de ses aspects. Alors ça, c'est la première question qui est venue sur la table. Entre-temps, bon, les autres points, je vous en fais grâce, qu'on a pris un peu en détail de l'ordonnance. Par contre, il y a un point sur lequel la discussion a été un petit peu plus longue parce qu'on voulait bien comprendre de quoi y retourner, c'est la rupture conventionnelle collective. Bon, si vous suivez ce dossier, vous vous serez rendu compte que ça n'existait pas dans le texte qui est passé devant l'Assemblée. Cette rupture conventionnelle collective est une énormité et une concession absolument incroyable qui a été faite au MEDEF, puisqu'elle aboutit à ce résultat que, par agrément, une disposition qui autrefois était la possibilité d'un salarié avec l'employeur, c'est-à-dire on peut avoir une rupture conventionnelle, nous on ne dit pas qu'on est pour ça, hein, mais en tout cas ça existe. Ça a été utilisé souvent pour contourner les droits des travailleurs, mais enfin bon, c'était une affaire qui restait individuelle. Depuis le nouveau texte, il y a une possibilité collective. On se demande comment le patron, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réunir plusieurs ou une série de salariés, et puis ils vont décider ensemble quoi, la rupture. Enfin bref, tout ça, ça permet de passer à côté toutes les procédures syndicales collectives du licenciement. C'est donc un événement considérable de démantèlement du droit des travailleurs. Vraiment considérable, parce qu'après ça, il n'y a plus besoin de faire de plan de licenciement économique, il n'y a plus besoin de toutes ces procédures collectives, il suffit qu'il y ait un moyen de pression qui permette de mettre quelques salariés dans une pièce, de leur faire bien peur, et l'affaire est terminée. Donc ça nécessite de notre part, à nouveau, de la sensibilisation, de l'explication, etc., parce que c'est technique, on ne comprend pas du premier coup. C'est toujours évidemment présenté avec le sourire et d'une manière sympathique par le gouvernement, donc il faut déminer aussi l'apparence flatteuse que le gouvernement donc a toutes ces brutalités, même les plus cruelles comme celle-là. Alors, une fois qu'on a eu cette discussion, on est aussi venu sur la signification particulière de l'initiative du gouvernement français par rapport à l'évolution du droit social européen. Pardon si j'insiste un instant, parce qu'il y a quelque chose de déflagrateur dans ce qui est fait en France.
qui fait qu'il est probable que la quasi-totalité des syndicats de la Confédération européenne des syndicats et d'autres regroupements vont monter en ligne. Pourquoi? Toute l'Europe du Nord et l'Allemagne sont des pays qui ont un syndicalisme beaucoup plus développé en nombre d'adhérents que la France, pour une raison. C'est que dans ces pays, les droits des salariés, les différents avantages sociaux sont convenus entre syndicats patronaux et syndicats ouvriers. Et lorsqu'ils tombent d'accord, c'est au niveau de la branche et ça s'applique dans toutes les entreprises. C'est un ressort fondamental du syndicalisme européen que le monopole qu'il exerce de négociation avec le syndicat patronal. Et c'est un ressort fondamental de l'existence même de la social-démocratie, je leur signale, quoique ce ne soit pas mes affaires, mais quand même c'est l'affaire du mouvement ouvrier européen, ça nous concerne. Pourquoi? Parce que la social-démocratie européenne est entièrement construite en relation intime, à la différence de la France, intime avec les syndicats. Dans un pays, c'est le parti qui a créé le syndicat, dans l'autre, c'est le syndicat qui a créé le parti, et dans les congrès du parti se trouvent les syndicats. C'était le cas notamment, vous vous en souvenez, du Labour Party, puisque ça a été une question de savoir si les trade unions avaient toujours les mêmes pouvoirs de vote qu'auparavant. Donc, quand les Français, comment procédaient les Français? On étendait un accord de branche à tous les travailleurs, tant et si bien que quoi que nous ayons un niveau de syndicalisation plus faible qu'ailleurs en Europe, c'est en France qu'il y avait la plus forte proportion de travailleurs couverts par des conventions collectives, puisque la loi étendait le bénéfice à tous les salariés. Bon, c'était la caractéristique particulière du modèle République sociale en France, et souvent, bon, on a laissé brocarder le système français en le comparant aux autres pays et en comparant des nombres d'adhérents, alors que ça n'a strictement rien à voir. Or, depuis quelque temps, dans tout le reste de l'Europe, les syndicats patronaux, notamment parce que les LBO et les fonds de pension investissent dans ces entreprises, et ces fonds de pension anglo-saxons n'ont rien à voir avec les traditions charmantes de l'Allemagne, du Danemark et des autres pays, sortent des syndicats patronaux. S'ils sortent du syndicat patronal, il n'y a plus d'accord possible. Donc les syndicats ouvriers sont super vigilants à maintenir leur monopole de négociation. Et c'est ce qui est rompu en France, puisqu'on donne en France la possibilité de contourner complètement la représentation syndicale par des référendums dans les entreprises, par des licenciements collectifs, ruptures conventionnelles collectives, etc., etc. Donc il faut s'attendre à ce que quand la nouvelle va se répandre, il faut le temps que tout le monde rentre, que les textes soient étudiés, il y ait une réaction syndicale, parce que les autres ont bien compris qu'à partir de là, c'est dans toute l'Europe que cette espèce de surenchère qui a commencé avec les lois Ars 4 va se propager de pays en pays. Bon, on a vu arriver en Italie le bon de travail d'1 heure, et en France, on va voir la négociation sur absolument, pratiquement tous les éléments constitutifs du contrat de travail voler en éclats et disparaître. En réalité, c'est le contrat de travail lui-même qui est mis en cause et son existence devient tout à fait résiduelle, puisque n'importe quel accord dans n'importe quelle entreprise peut se substituer à ce qui existait auparavant. Donc l'effet de dumping social, on en a beaucoup parlé, est assuré. Ça veut dire qu'en plus de tous les moyens par lesquels le gouvernement applique sa politique économique à contre-courant des nécessités du moment, c'est-à-dire en bloquant les investissements partout, en réduisant l'intervention de l'État, en diminuant les interventions budgétaires et les moyens des collectivités locales, va s'ajouter un autre élément de déflation que va être les baisses salariales. Est-ce que c'est une accusation gratuite? Non. On nous a fait la démonstration, Philippe Martinez nous a montré comment, dans les pays où on avait libéralisé, flexibilisé, ragnagna, tout ce discours, le résultat, en prenant l'exemple d'une corporation, les Cuistots en Espagne, eh bien, la négociation de gré à gré, restaurant par restaurant, a donné comme résultat plus de conventions de branche et une baisse des salaires moyenne de 30%. 30%. D'accord ? L'aspect dumping social n'a pas été assez pris en considération dans la réflexion et dans le débat public
ces ordonnances sont une machine à dumping social, à baisse des salaires dans tout le pays, et c'est l'économie qui le paiera. Parce que si vous regardez les résultats économiques des différents pays européens, y compris de l'Espagne, où il se joue beaucoup de la guitare sur le thème que ça irait drôlement mieux depuis que c'est libéralisé, les dernières analyses montrent clairement que du peu qu'il y a de progression de la croissance dans ce pays, c'est entièrement dû à la consommation populaire. Ok, voilà. Donc ça, c'était la discussion. Alors après... on a abordé un peu plus légèrement et rapidement, parce que ça ne mérite pas qu'on y passe des heures, la question de je ne sais pas comment appeler ça, est-ce que nos relations sont bonnes ou mauvaises? Enfin, tout ça n'a aucun sens. Je vois Martinez, je ne suis pas obligé de vous le dire à chaque fois que je le vois, lui n'est pas obligé de vous le dire, on se téléphone. Pendant cette bataille, dès qu'on a reçu la lettre, on a eu une réunion en groupe, et on a mandaté Éric Coquerel pour qu'il prenne contact avec la CGT, donc la direction de la CGT, donc tout va bien. S'il le faut, on le répète, le syndicat c'est le syndicat, le mouvement c'est le mouvement. Alors nous avons selon l'expression de M. Martinez lui-même, des situations de convergence, hein, d'intérêt, de lutte et de vision. Là, c'est tout à fait clair qu'on analyse de la même manière les ordonnances. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Même en faisant un effort, on ne va pas s'inventer des divergences qui n'existent pas. C'est clair que dans le moment, la proximité d'analyse avec la CGT solidaire est la plus grande, est à son plus haut niveau, puisqu'on dit la même chose sur les mêmes sujets. Alors après, les nécessités, les formes de mobilisation nécessitent notre indépendance pour être efficace. La CGT a besoin d'être indépendante, ça nous a été réexpliqué, mais on connaît assez nos fondamentaux. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des syndiqués de toute tendance, de tout parti dans le syndicat, et donc il est nécessaire pour qu'ils puissent rester groupés que le syndicat soit indépendant. Puis nous, je vous dis la même chose. Nous, le mouvement, nous avons des amis, des partisans, des inscrits qui sont à la CGT, d'autres qui sont à FO, d'autres qui sont à la CFDT. Donc pour nous, il n'y a rien de pire que ce serait d'apparaître comme une espèce de courroie de transmission politique d'une organisation syndicale. Ça créerait de la division dans nos rangs. Donc on est parfaitement clair et on analyse de la même manière la nécessité de notre indépendance mutuelle. Donc, que la confédération syndicale n'appelle pas à la manifestation du 23, alors là, voilà qui n'est vraiment pas une nouvelle, c'est tout à fait banal, puisque dans le passé, toutes les manifestations auxquelles nous avions appelé du temps du Front de gauche, pas une seule fois, une quelconque confédération n'a appelé à y venir. Par contre, des syndicats, par ailleurs confédérés, qui y appellent, oui, ça c'est déjà vu, et peut-être que ça se verra cette fois-ci. Mais ce n'est pas l'objectif essentiel. L'objectif essentiel, c'est d'obtenir un effet de vagues roulantes, une derrière l'autre, partant à l'assaut de la muraille. Donc c'est ce qui va se passer. Nos deux manifestations sont séparées par 11 jours. Celle des syndicats CGT, FSU, Solidaire, UNEF, et peut-être certains syndicats de cadres vont y être. Elle a lieu le 12 en semaine, elle concerne les salariés d'Active. Notre intérêt fondamental est que ça soit une réussite, parce que à la moindre difficulté, ça se répercuterait sur la date du 23. Donc nous avons depuis le début appelé au succès de cette marche, celle du 12, je suis en train de vous en parler. Si vous voulez bien vous référer à ce que nous avons dit à la tribune de l'Assemblée nationale, depuis nos places, etc. Depuis le premier jour. Notre intérêt profond est que ce soit un succès. Alors on pourrait dire que on empiétait un peu parce que, après tout, notre mouvement n'avait pas vocation à appeler à une manifestation d'un syndicat. Mais comme on disait la même chose et qu'on avait la même analyse, il est normal qu'on apporte nos soutiens à ceux qui pensent comme nous. Quand même, c'est pas trop choquant. Voilà. De la même manière, le 23 participera d'une séquence qui ne va pas s'arrêter le 23. D'ailleurs, le 12 ne s'arrêtera pas le 12, il y aura d'autres initiatives syndicales, elles auront lieu de nouveau en semaine, et c'est cet effet qu'on veut avoir de vagues roulantes. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut qu'on secoue la torpeur collective, il faut que tout le monde arrive à comprendre ce qu'il y a dans ce texte, et pour ce qui nous concerne, notre point de vue sur la situation n'est pas limité à la question de l'ordonnance, même si, évidemment,
que le choc frontal a lieu sur la question de l'ordonnance. Hein. Mais nous avons mis, nous, quand nous parlons d'un coup d'État social, nous mettons dedans bien d'autres choses. Et nous mettons aussi, par exemple, la suppression des emplois aidés, qui ont été regardés jusqu'à présent d'une manière extrêmement technique, à notre avis. On en parle, est-ce que ça aide ou pas, est-ce que bon... Mais enfin, quand même, c'est le plus grand plan licenciement qui a jamais existé dans ce pays. 150 000 personnes perdent leur boulot en une seule nuit, d'une décision du gouvernement. Et nous allons monter à 260 000. Donc sur le plan de l'emploi, c'est 260 000 chômeurs de plus d'entrée de plume entre 2017 et 2018. Qui plus est, c'est le désordre libéral, la cacophonie, le chaos qui s'instille partout, dans les écoles où il n'y a plus les emplois aidés, dans les associations. Tout ça désarticule ce que des tas de gens avaient réussi à maintenir pour rester à flot. Là, c'est la goutte qui fait déborder le vase et s'effondrer le tout. Donc, nous mettons ça dans la manif du 23. Nous mettons la question de l'APL avec ce foutage de gueule qui se termine par le fait que le président de la République demande aux propriétaires de baisser les loyers. Ben voyons, enfin, on n'a jamais vu une chose aussi ridicule que celle-là, dite par un chef d'État. Bon. Alors, tout ça, ça sera présent dans la marche du 23 parce que notre espace, nous, c'est celui d'une responsabilité populaire. Là, tous les gens que vous voyez là sont les élus du peuple. Nous représentons le peuple. Le peuple dans toutes ses composantes. Ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui ne travaillent pas parce qu'ils sont au chômage, soit parce qu'ils sont à la retraite ou parce qu'ils sont en formation. Et notre marche du 23, je veux le redire ici avec force, bien sûr qu'on en a pris l'initiative, mais c'est normal qu'on le fasse. Enfin, si nous ne le faisons pas, qui va le faire au plan politique? Qui est la première force qui marche en tête de cette famille? C'est nous. C'est comme ça, depuis l'élection présidentielle. Donc on assume nos responsabilités politiques. Nous avons une perspective politique que nous traçons. Et quoi qu'en pense Benet, de président de la région des Hauts-de-France, M. Xavier Bertrand qui dit n'a rien à proposer, ben, peut-être parce que lui ne sait pas lire, mais tout le monde sait que nous avons proposé un programme sur la question de l'emploi et que c'est lui que nous tenons à la disposition du pays et que nous sommes prêts à appliquer demain s'il le fallait. Bon, donc tout ça, c'est notre devoir de mettre en lumière qu'on peut faire autrement. C'est pas vrai qu'on est condamné à faire des macroneries, hein, voilà. Donc on sait et on peut faire autrement. Et c'est ça qu'on va aussi dire le 23. C'est ça la signification de cette marche populaire. Bon, j'ai parlé de déferler, ben, ça veut dire ce que ça veut dire, non, déferler, ça veut dire qu'il faut être nombreux, il faut défendre ses droits, il faut... Et puis, tout le mois d'octobre, vous le savez, ensuite sera peuplé de mobilisations syndicales, et peut-être que nous, à ce moment-là, après le 23, nous ferons un point, nous nous rapprocherons de tout le monde pour voir comment on peut envisager la suite. Voilà, donc notre marche, elle est par son contenu et par ses appelants, c'est celle de tout le monde. Vient qui veut, avec ses pancartes, avec ses drapeaux. Nous ne prétendons imposer de mots d'ordre à personne. Certains sont plus sensibles à une question qu'à une autre. J'espère y voir de nombreux socialistes. J'ai vu que parmi eux, la question se posait. Et vous savez que nous travaillons avec beaucoup d'applications à essayer de les ramener dans le camp de l'opposition. Nous avons déposé ensemble un recours au Conseil constitutionnel. Vous savez qu'on a fait ça, ça a pris du temps, c'est très important pour nous, parce que nous nous adressons à un groupe dont la moitié des membres étaient absents le jour du vote, au premier vote, et dont 5 a voté la confiance au gouvernement, tout le reste s'est abstenu, et 3 seulement ont voté avec nous. Donc vous voyez qu'il y a du travail à faire. Si on veut que des forces se rassemblent, ben, il faut aller convaincre. Alors on essaye de convaincre au bouton de veste un par un les députés de La République En Marche, on essaye de convaincre les députés socialistes. Bon, il y a au moins un travail de fait, c'est qu'avec les communistes, on dit pareil. Donc voilà, c'est ça notre point d'appui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cœur de l'affaire se joue entre le gouvernement Macron et ce que nous sommes en train d'organiser politiquement. Sur le plan social, c'est évidemment en tout ce que nous faisons nous, ce que font les organisations syndicales. Ça se découpe pas. Voilà, je crois que j'ai dit ce qu'il y avait à dire. J'ai oublié peut-être quelque chose. Voilà. Tout va bien? Oui, je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Metz Le Monde. Est-ce que vous participerez le 12 à la marche des syndicats? Est-ce que vous serez présent Alors, on n'a pas encore convenu comment on allait faire. Est-ce qu'on est tous dans notre circo? Donc, est-ce que je suis à Marseille? Pour moi, je réponds pour moi. Hein. Est-ce que je vais être à Marseille ou est-ce que je vais être à Paris? Il faut voir ce qui rend le plus service à la cause.
Et c'est ça qui l'emportera. Mais en gros, oui, on est tous... on va être tous sans doute dans nos villes, non? Oui. C'est ce que vous avez prévu de faire, vous. Bon, bah... Moi, ceux de Marseille, ils m'ont dit, il vaut mieux que tu sois à Paris. Il faudrait savoir. Bon, moi, Marseille ou Paris. Mais on sera tous, sans exception, dans la rue. Voilà. Monsieur? C'est Le Monde qui en parlait du coup ce matin, justement, sur la volonté d'Emmanuel Macron de réformer les régimes spéciaux des communaux dès 2018. Je pense que vous avez une réaction à ce sujet. Bah, il aura droit à une mobilisation sociale, parce que c'est pas acceptable. On prend les régimes spéciaux un par un pour montrer du doigt la corporation concernée. Bon, on sait très bien ce que fait M. Macron. Il n'a aucune imagination, je me permets de vous le dire. Il recopie la lettre de mission que donne la Commission européenne. Donc, dans les objectifs de l'Union européenne, la libéralisation du rail est une constante. On a voté le 3e ou 4e paquet ferroviaire, je ne me rappelle plus, il n'y a pas longtemps. Hein. C'était il y a 6 mois peut-être, ou il y a 7 mois. Donc, allez, l'autre, il est là, il applique la ligne. Hein. Donc, il faut qu'il passe à la remise en cause des régimes spéciaux, comme il va passer à l'ensemble du démantèlement du statut des cheminots. Ben, ça ne va pas se passer comme il croit. Hein. Je pense que s'il s'imagine que ça va se faire facilement, il se trompe. Bon, après, qu'il stimule la lutte des classes, pourquoi pas. Hein. C'est bon? Tout le monde a ce qu'il lui faut, monsieur? HDH de délibération. Est-ce qu'il y aura des prises de parole le 23? Là, c'est souvent une marche. Oui, sans doute, oui, parce que sinon, après, les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Alors, on va décider comment on va s'y prendre, parce que peut-être qu'il y en aura plusieurs. On n'a pas encore... On n'a pas encore bien décidé. Enfin, c'est surtout une prise de parole. Je crains que ce qu'on ait à dire à ce moment-là n'enrichisse pas fondamentalement la compréhension du problème, mais c'est plutôt pour marquer l'événement. J'espère qu'on sera vraiment très très nombreux. Je ne sais pas vous dire combien, mais bon, on va dire un certain nombre, hein, ample. Voilà. Bonjour, Astrid Mesmerian, France 2. Est-ce que vous redoutez justement de ne pas assez mobiliser le 23 et est-ce que c'est aussi pour ça que vous avez tenu à voir M. Martinez? Oui, nous redoutons tout le temps. Je ne peux pas mieux vous dire. Non, pour l'instant, on trouve que, pour être franc, c'est chaud, c'est bien. Nous avons édité le mouvement La France Insoumise, un chiffre que j'ai trouvé d'abord déraisonnable, parce que ça va coûter des sous, 4 millions de tracts. Au moment où je vous parle là, il y en a déjà 2 millions de partis. On sent, on ne veut pas pavoiser, hein, mais on sent que la partie la plus déterminée ou consciente, on va dire, de la population, se sent en état de mobilisation. Mais on attend de voir. Hein. C'est pour ça qu'évidemment, on fait très attention à ne pas se laisser polluer par des situations qu'on ne maîtrise plus, où on nous dit « Ah mais vous êtes fâchés », alors on passe notre temps à expliquer qu'on n'est pas fâché, du coup ça crée une fâcherie, et ainsi de suite. Bon, personne n'est fâché avec personne, bon voilà, on travaille chacun dans notre registre, bon voilà, chacun dit des mots bienveillants pour l'autre. Moi je trouve que vous êtes rosse, parce que vous relevez jamais les mots bienveillants que dit Martinez à notre égard, toujours la petite bête, bon non... Eh bien oui, quand il a dit que tout ce qui contribuait aux mobilisations était bienvenu, qu'il nous reconnaissait tout à fait légitimes dans notre appel. Bon, c'est des choses qui sont importantes, qui ne sont pas traditionnelles dans la bouche d'un secrétaire général de la CGT. Moi, je trouvais ça plutôt encourageant. Voilà. Alors, on fait bien attention à ça parce que on ne voudrait pas que nous-mêmes, en faisant une quelconque erreur de je ne sais pas quoi d'ailleurs, on contrarie ça. Si on donne l'impression que c'est l'appelade générale, ça ne va pas jouer pour la mobilisation. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, de toute façon, pour ce qui nous concerne, le 23 est bien engagé. Le 12, je ne sais pas, parce qu'il faudra demander aux syndicats. Oui, madame? Est-ce que du coup, vous avez parlé avec M. Martinez de sa venue, peut-être le 23 septembre? Il a dit qu'il ne viendrait pas parce qu'il avait autre chose, mais il pourrait faire... Non, on n'a pas pensé en parler. Non, mais je réponds sincèrement. On était là, on a essayé d'expliquer notre truc, tout ce que je vous ai dit, voilà, bon, on sait bien qu'il faut que tout le monde soit dans son couloir, quoi. Pas de difficulté. Oui, monsieur? Bonjour, Vincent Tranen, SCP.fr.
Malgré tout, ils vont participer aux marches pour la paix le 23 septembre. En même temps que... C'est bien. On est pour la paix. Apprécier un geste ou c'est pas C'est bien, j'ai que ça à dire. C'est bien, ils avaient prévu ça plus tôt, donc il y va, tout va bien. Le mouvement pour la paix, c'est utile, tout va bien. Qu'est-ce que je vous dis nous, on est pour la paix aussi. Hein. Il y aura des pancartes pour la paix le 23. Oui. Mais M. Mélenchon avec M. Martinez, c'est pas une alliance de circonstance, c'est une alliance qui a toujours été. On ne peut pas parler d'alliance, parce que ce ne serait pas juste et ça créerait du désordre. Il n'y a pas d'alliance possible entre un mouvement politique comme le nôtre, en plus nouveau, quoi. On est encore un peu balbutiant, on se cherche, on essaye d'articuler des choses qui sont nouvelles. On venait juste de créer le mouvement, le mouvement n'a jamais eu de statut, il existe comme ça, quoi, comme mouvement. Là-dessus, les électeurs forment un groupe de 17 députés. Bon, ils ont un poids considérable, ces députés, dans la vie du mouvement. Il faut qu'on arrive même à réguler cette force que nous constituons. Donc, bon, ça c'est un premier élément. Je ne serais pas capable d'ailleurs de vous répondre aujourd'hui comment nous tous nous voyons notre relation aux organisations syndicales. Pour l'instant, on désigne ponctuellement un ami, un camarade. Certains d'entre nous, je l'ai appris, sont encore des syndicalistes actifs. Donc oui, il faut qu'on... Tout ça va se... Par contre, que nous soyons convergents, oui, écoutez, franchement, entre une confédération syndicale qui dit qu'elle est contre les ordonnances et qu'elle veut leur abrogation, et un mouvement politique dont 17 députés disent « nous voulons l'abrogation », bon, vous voyez bien qu'on a mis la barre très haut, les uns et les autres. Ben, il faut qu'on assume maintenant, donc on assume parce qu'on pousse du même côté. Les préfectures, etc., pour garantir la sécurité des manifestations du 23. On se souvient que sur la loi économique, des casseurs qui avaient pu s'ajouter. On va s'y mettre. Parce que il y a déjà, je trouve, beaucoup trop de violence dans la société, et je m'en alarme. Donc on va s'y mettre. D'abord, on va avoir une discussion sérieuse avec les responsables policiers, parce qu'il faut qu'on fasse les choses en bonne intelligence. Ensuite, nous-mêmes, on va sans doute se doter de moyens que ça se passe gentiment. Parce que il n'y a pas de raison que ça se passe autrement, quoi. En tout cas, c'est pas notre attitude politique, c'est de créer un rapport de force. Vous savez comment on fait dans une démocratie, on travaille à l'Assemblée, on fait des pétitions, on fait des manifestations. Et puis, depuis, on a inventé les sondages, il paraît que ça dit tout comme il faut. Alors pour l'instant, ça va, quoi. Mon plan de marche est meilleur que celui de M. Macron, j'ai l'impression, non Il descend, on monte. Oui. Vous avez déclaré une politique, vous avez déclaré cette semaine sur la RMC vouloir faire tomber la politique d'Emmanuel Macron. Je veux savoir ce que ça signifiait concrètement et quelles sont les actions politiques que vous engagez pour que Emmanuel Macron n'ait pas terme de son mandat. On est présent sur tous les fronts. Il faut nous suivre, parce que moi, on me voit parce que je suis là. Mais bon, la semaine passée, Caroline, Fiat et Eric étaient sur le problème des réfugiés, sur le terrain, directement. Nous étions sur les luttes BUR, GMS, partout, quoi. Pour nous, c'est très important de fortifier toutes les résistances de la société, en leur donnant des voies politiques. Et c'est aussi notre protection. Bon, tout à l'heure, on a parlé des conditions de sécurité. Je voudrais dire que l'attaque de la permanence de notre ami et camarade Muriel, on l'a durement ressenti. Parce que on ne voudrait pas que ça devienne une manie, quoi. Ou une mode. Donc on a été très heureux que les Montpelliérains, virgule, et Rennes aient été nombreux hier autour d'elle pour manifester leur solidarité. Mais vous voyez, chaque fois que l'un d'entre nous se porte sur le terrain, il rassemble, il regroupe, ça donne du courage. C'est comme ça qu'on va s'y prendre.
Et puis après, qu'est-ce que vous voulez, on est une démocratie, il y a des élections, on attend les élections pour pouvoir faire, puis les syndicats avancent, mais on ne sait pas bien aussi faire trébucher le gouvernement avant, quoi, qui recule. C'est pas... Enfin, il n'a pas de mandat de faire tout ça. On me dit encore l'autre jour, mais il avait été clair. Ah bon, quand ça? Quand est-ce qu'il a dit dans l'élection, clairement, je suis pour supprimer 260 000 postes de travail dans ce pays? Quand il a dit ça? Je vais supprimer le régime particulier des cheminots. À quel moment il l'a dit? Et ainsi de suite. À quel moment il a dit, ah ben écoutez, moi, je vais le code du travail, je vais renverser la hiérarchie des normes? Jamais. C'est donc un abus de pouvoir auquel il se livre. Parce que la situation vraie et réelle, c'est celle du premier tour. Il fait 23, nous sommes 4 dans un mouchoir de poche. Et quand on est dans cette situation politique, lui a dit, très bien, je vais trancher le nœud gordien, vous connaissez l'histoire, hein. Le nœud gordien, tout le monde passait là-bas, essayait de défaire le nœud, il n'y arrivait pas. Et Alexandre, il coupe le nœud, ça marche une fois dans l'histoire, hein. Il n'a qu'à essayer, c'est ce qu'il est en train de faire. De passer en force sur tous les sujets. Dans quelques jours va démarrer le passage dans la loi ordinaire de l'état d'urgence, mais vous allez vous y intéresser, vous allez voir encore de quoi il s'agit, c'est incroyable. Là aussi, il va se passer, Hugo Bernalicis va mener la charge avec Daniel, qui est là, hein, ce seront nos deux, et puis naturellement tout le groupe, parce qu'on pense que c'est une question de la démocratie dans notre pays, c'est important. Voilà comment on va s'y prendre. Hein. Je ne sais pas, je ne vais pas vous dire mon plan de bataille, si par hasard il y en avait un, mais on marche c'est une espèce d'articulation entre le travail parlementaire et les pulsations qu'on observe dans le pays. Hein, de l'opinion, la capacité de mobilisation des gens, fortifier tout ce qui résiste. L'aider, y participer, dans le strict respect de ce que c'est. Hein. C'est-à-dire, nous ne sommes pas le mouvement qui dirige, c'est pas notre vocation. C'est on aide, on donne le coup d'épaule, on donne le coup de main. Puis souvent, quand on est là, alors vous venez, alors ça aide, quoi. Dans Daoulas pour l'Express, est-ce que vous comptez avoir une mobilisation de la jeunesse autour de vous le 23? Est-ce que quoi? Est-ce que vous souhaitez avoir une mobilisation de la jeunesse autour de vous le 23 dans cette Oui. Et si oui, comment est-ce que vous avez des relais dans les organisations? Il y avait beaucoup de... Bien sûr que la mobilisation de la jeunesse est un des enjeux. Comme vous le savez, l'étude des votes France Insoumise nous plaçait de manière très favorable dans la jeunesse. Il y a eu de très nombreux groupes d'appui dans la jeunesse. C'est ce qu'on est en train de réactiver. Les facs ne sont pas encore rentrés, mais les lycées sont rentrés. Vous êtes observateur et connaisseur de la réalité. Vous savez que les capacités de mobilisation ces dernières années ont été plus grandes dans les lycées que dans les universités, où le fait que la moitié des étudiants doivent travailler pour suivre leurs études rend plus difficile les mobilisations. Alors, oui, on compte sur eux, bien sûr. Et on met en route du matériel pour mobiliser. Et puis surtout, c'est sur les réseaux sociaux que les choses sont en train de s'organiser. Mais on a vraiment besoin qu'ils soient là. Nous allons sans doute organiser dans les cortèges, dans la mesure où on arrive à organiser quelque chose dans un cortège qui prend une certaine ampleur, mais on va essayer d'avoir un secteur dans lequel seront présentes les revendications de la jeunesse. Hein. Je ne dis pas un cortège jeune, ça n'a pas de sens, parce qu'il y en aura partout, mais un endroit où peut-être on va plus ou davantage regrouper les pancartes et les bannières qui concernent les revendications de la jeunesse. Parce que M. Macron s'apprête à frapper très durement les jeunes, de toutes les manières possibles. D'abord, vous voyez bien que quand vous êtes condamné au CDD à vie, que vous démarrez votre vie avec un contrat de chantier, c'est un début qui est un peu pénible. Ensuite, vous avez entendu parler du bail à durée déterminée, qui va s'appliquer à tous les précaires, et évidemment, c'est dans la jeunesse, et la jeunesse féminine, que la précarité est la plus grande. Donc il va y avoir un temps pendant lequel les jeunes vont réaliser qu'ils sont une cible du pouvoir. Et nous, on va essayer de faire en sorte que le délai soit le plus court possible dans cette compréhension.